ce sont 3 à 4 000 migrants qui, venus du Moyen-Orient, comme la Syrie par exemple, regardez la carte, espèrent entrer dans l'Union européenne, en Allemagne précisément, en passant par la Pologne. Certains sont morts notamment de froid. Ce qui est surprenant, c'est que ces migrants sont acheminés par avion, escortés, accompagnés par la Biélorussie, pays ennemi de la Pologne. Mathieu, certains parlent même d'une invasion migratoire. Comment comprendre concrètement ce qui se passe? D'abord, il faut poser quelques éléments à travers ça, c'est-à-dire quelle est l'explication. La Pologne accuse la Biélorussie de Loukachenko de créer une forme de crise migratoire de manière un peu artificielle. Pourquoi? Parce que Loukachenko veut se venger de l'Union européenne qui a fait des sanctions contre son régime parce qu'il persécute l'opposition intérieure. Résumé ainsi. Bon. Autrement dit, c'est les migrations utilisées comme arme de déstabilisation politique entre États. Donc, il faut garder ça à l'esprit parce que c'est fondamental pour le reste de nos réflexions. Néanmoins, revenons sur les scènes que nous voyons depuis quelques jours avant de revenir sur cette dimension politique. Les scènes sont très marquantes parce qu'on nous présente normalement les migrations toujours sur le mode humanitaire, toujours sur le mode, les photos sont toujours bien choisies pour faire ou les scènes, les images, les documentaires, pour faire pleurer la conscience occidentale. Vous voyez à quel point fondamentalement vous êtes mauvais de ne pas accepter cette misère miséreuse qui se présente à nos portes, sans aucune agressivité, nous dit-on, sans aucune intention belliqueuse. Or, les images qui sont rendues disponibles en ce moment relativisent cette idée d'une migration pacifique. Nous sommes manifestement devant ceux qui veulent forcer de manière tout à fait violente les frontières polonaises. Ils sont dans une logique, nous entrons coûte que coûte, nous entrons, nous imposons notre présence à la manière d'une colonne qui entre en Pologne et qui veut aller plus loin ensuite en Allemagne, on s'en doute bien, et plus largement dans l'Union européenne. Donc, nous sommes devant des scènes qui sont assez parlantes et c'est véritablement des colonnes humaines qui cherchent à pénétrer le territoire européen. Je ne doute pas un instant, faut-il le préciser, qu'il y a un immense malheur humain derrière plusieurs des histoires qui se présentent à nous. C'est important de le dire quand même. Parce que derrière cette instrumentalisation, il y a des vies humaines. Évidemment, il y a plusieurs niveaux. Alors qu'il y a des vies et qu'il y a un drame derrière chaque vie, je n'en doute pas un seul instant. Mais si on prend le problème à hauteur politique, historique, géopolitique, démographique, ce qu'on voit, c'est quand même un flux migratoire en direct qui ne prend pas nécessairement les visages de la diversité angélique. Les scènes sont aussi nombreuses. On peut se tourner vers les États-Unis. Rappelez-vous les colonnes de migrants qui montaient d'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis, qui traversaient le Mexique. On les présentait comme les Dreamers quelquefois. Ensuite, ça, c'était les enfants parmi eux. Il y a d'autres scènes, quelquefois en Méditerranée, tout simplement sur les embarcations. La volonté de traverser de force, s'imposer de force en Europe, ou dans l'enclave de Ceuta, j'espère que je prononce correctement, au Maroc, l'enclave espagnole, on a vu en début d'année, en début de 2021, encore une fois, des colonnes, véritablement des gens qui entrent de force sur le territoire espagnol. Ce qui est important ici, c'est de le redire, qui entrent de force sur le territoire des pays et qui ne se présentent pas nécessairement sous le signe de la diversité angélique. Gardons ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que trop souvent, les seules images qui nous sont présentées sont des images culpabilisantes. Là, à tout le moins, il y a une forme d'équilibre dans le récit médiatique qui nous est présenté. Mais ce qui frappe, mon cher Mathieu, ici, c'est bien l'utilisation politique des migrations par les États. Absolument. Et ça, c'est absolument central. On nous dit quelquefois les migrations massives sont naturelles, inévitables, elles appartiennent au flux des sociétés, du mouvement de l'histoire. Relativisons. Qu'on pense simplement à Kadhafi. Le régime de Kadhafi était fondé notamment sur la menace faite aux Européens. Le régime doit se maintenir parce que si le régime s'effondre, eh bien, il n'y aura plus de barrières ou d'obstacles au flux migratoires massifs qui traverseront alors la Méditerranée. C'était pensé consciemment, comme tel. Il le disait de manière assez explicite, sans gêne. Il n'est pas le seul. J'ai évoqué la question de l'enclave espagnole au Maroc de Ceuta. Eh bien, c'était aussi un objet d'une forme de riposte politique de la part du Maroc pour punir l'Espagne de soigner un leader indépendantiste du Front Polisario. Le spécialiste, néanmoins, en la matière, c'est évidemment Erdogan, c'est-à-dire c'est la Turquie, qui, début 2020, a véritablement dit on passe du chantage migratoire au choc migratoire. Et qu'est-ce qu'on fait dans les circonstances? Parce qu'Erdogan ne cesse de dire si vous nous contrariez d'une manière ou de l'autre, si vous ne nous financez pas suffisamment, on ouvre les vannes et ensuite vous gérez les conséquences.
eh bien, lui-même utilisait l'arme du chantage migratoire pour faire pression sur l'Union européenne. Et début 2020, il s'est permis, d'ailleurs, à un moment donné, on parlait de choc migratoire très poliment. Dans la logique d'Erdogan, c'était l'utilisation des migrants comme population pour imposer sa présence, encore une fois, sous la figure de la colonne qui s'impose dans un territoire qui ne désire pas particulièrement se faire ainsi imposer une présence étrangère. Donc, il faut voir derrière tous les récits humanitaristes qui nous sont proposés. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de vérité dans ces récits lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de chacun. La biographie de chaque homme est fondamentale, n'en doutons pas. Mais à l'échelle de l'histoire, nous redécouvrons ici la migration utilisée aujourd'hui comme une technique de déstabilisation des États occidentaux par des États qui n'hésitent plus à les utiliser comme des armes de guerre à certains égards. Et le choc migratoire, on se dit même qu'il n'a peut-être même pas encore commencé. C'est une formule qui revient en boucle. On l'entend chez Nicolas Sarkozy, on l'entend chez Xavier Bertrand, on l'entend chez Jean-Marie Le Pen. Donc, manifestement, c'est un constat qui traverse des familles politiques. Disons ça comme ça. Mais je suis toujours un peu perplexe quand on nous dit que le choc migratoire n'a pas commencé. Qu'est-ce qu'on vit exactement depuis 40 ans si ce n'est pas un choc migratoire? Est-ce que quelqu'un a l'impression qu'on peut dire que l'immigration massive en Occident et en Europe occidentale a été une expérience globalement positive qui nous enseigne les beautés de la diversité et de l'altérité et de l'ouverture à l'autre et ainsi de suite? Bon, ça, ce sont les slogans publicitaires utilisés par le régime pour enrober la réalité. Il y a une différence pour vous entre, par exemple, cet afflux de migrants qui peuvent arriver peut-être un jour comme ça aux portes de la France et justement cette migration progressive sur 40 ans? C'est une question, je distinguerai les mouvements, le rythme des vagues. Mais le résultat, après 40 ans, quand on regarde ce qui se passe dans les sociétés occidentales, c'est que ce n'est pas une réussite. Parlez-en aux Suédois, parlez-en aux Danois, parlez-en aux Français. Le résultat, manifestement, n'est pas une grande réussite. Mais on nous dit que ça vient à peine de commencer. Bon, alors là, autrement dit, qu'est-ce qu'on nous annonce? Un tsunami? On nous annonce une submersion? On nous annonce une forme d'inondation? J'essaie de comprendre c'est quoi la suite si ça n'a même pas encore commencé. Mais ce qui est certain, c'est que si ça n'a pas encore commencé, prenons ça au sérieux, ça nous oblige plus que jamais à prendre au sérieux l'idée de la frontière. Et c'est peut-être l'idée manquante en ce moment, aujourd'hui, lorsque vient le temps de prendre au sérieux la question migratoire. Alors justement, c'est la question de la frontière qui se pose de plus en plus clairement. Oui, et je pourquoi? pense... Alors, pour une raison toute simple, c'est le premier pouvoir d'un État, c'est de décider qui peut y entrer ou non. S'il n'a pas ce pouvoir élémentaire de décider qui peut y entrer ou non, et ensuite qui participe ou non au corps politique, donc qui sera naturalisé ou non, si tout cela lui est imposé de l'extérieur, on peut dire que la souveraineté de l'État devient purement transparente, ectoplasmique. C'est un spectre, ça n'a plus aucune consistance. On dit souveraineté, 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 mais il n'y a plus aucune maîtrise sur la réalité des choses. Donc, la question de la frontière, elle est centrale. Ajoutons une chose. Nos sociétés ont été paralysées à l'idée d'utiliser les moyens nécessaires pour faire respecter leurs frontières parce qu'elles se sont convaincues que le respect des frontières relevait finalement d'une logique discriminatoire, d'une logique d'exclusion, d'une logique de discrimination, d'une logique de racisme, d'une logique de xénophobie. Il y a tout un courant... Anti-droit de l'homme. Évidemment. Et il y a tout un courant de pensée à gauche qui nous dit d'ailleurs que l'existence même de l'État-nation est une manifestation de racisme institutionnel. Pourquoi? Parce que ça distinguerait parmi les hommes, dans l'humanité, entre ceux qui ont certains droits et d'autres qui n'en ont pas. Donc il y a cette idée que toute communauté politique organisée est discriminatoire. Bon. Alors là, la frontière, elle est fondamentale. Et ce qu'on constate, c'est que si la frontière n'est pas respectée là où elle doit l'être, c'est-à-dire à la frontière de nos pays, eh bien, elle se reconstitue à l'intérieur de nos pays sous la pression de cette immigration massive qui n'est pas... Puis là, ensuite, je ne dis pas que les gens sont méchants. On ne s'entend pas une seconde. Je ne suis pas dans cet esprit. Je dis qu'il y a un effet inévitable de choc politique, de choc démographique, de choc des civilisations, même quelquefois, lorsque des communautés se rencontrent sur un même territoire et que l'une d'elles, nous étions déjà ici, s'il vous plaît, pourriez-vous respecter notre présence? Et on nous dit non, finalement, nous sommes tous des immigrés aujourd'hui, donc la société d'accueil n'a pas imposé ses codes. On le voit avec la multiplication en Europe occidentale des enclaves ethniques, on le voit avec les zones de non-droit, qui sont des zones d'un autre droit, en fait, on le voit avec l'émergence de souverainetés invisibles mais bien réelles, des souverainetés féodales, quelquefois des territoires qui se dérobent aux territoires nationaux. Et tout ça est instrumentalisé, ne l'oublions pas, par certains États étrangers, je le disais. Erdogan utilise explicitement les communautés turques implantées en Europe occidentale, en Allemagne notamment, pour en faire un instrument de sa politique. Si nous refusons de défendre nos frontières avec un peu de sérieux à l'extérieur, des frontières nouvelles se reconstitueront et de manière beaucoup plus étanche et beaucoup plus brutale à l'intérieur de nos pays.
Et que se passe-t-il si on n'est pas capable de respecter cette frontière extérieure, justement? Eh bien, nous y sommes, c'est-à-dire un sentiment de plus qu'un sentiment, une fragmentation des pays, une forme de, comment dire, les communautarismes, pour reprendre la formule un peu codée, eh bien, finalement, une logique de partition s'installe en nos pays. Une logique de partition assez grave, en fait, parce que quoi qu'on en dise, et ça, il faut le dire et le redire, il ne s'agit pas de questionner le drame de chacun ou la légitimité de chaque revendication individuelle. Il s'agit de se dire qu'une politique de concorde civique implique un minimum de cohésion culturelle, identitaire, nationale. Et lorsque des éléments nouveaux peuvent s'intégrer à une nation, ça va de soi. Mais lorsqu'il y a une pression massive, le nombre et le nombre, lorsque l'immigration de masse vient déstructurer les processus élémentaires d'intégration dans un pays, lorsque, par ailleurs, il faut le dire, il y a un détournement du droit d'asile qui devient une filière d'immigration à part entière, et que c'est un détournement de l'idée du droit d'asile. L'idée du droit d'asile, c'était fait pour accueillir des dissidents qui arrivent et qui demandent finalement asile en un pays. Chez moi, je suis persécuté. Là, le droit d'asile, il est instrumentalisé et permet l'installation de communautés, peut-être même de peuples en nos pays. C'est tout un univers mental, juridique, technocratique, politique qui nous rend incapables de penser aujourd'hui le phénomène migratoire tel qu'il se présente aujourd'hui à la frontière de la Biélorussie et de la Pologne. Le portrait d'ensemble, c'est une société impuissante, mais qui ne réussira pas à éviter les conséquences de ce choc migratoire, qui est aussi un choc des civilisations. Elle n'évitera pas les conséquences, c'est tout simplement que ces conséquences, elle les vivra chez elle, et on le voit de plus en plus dans nos sociétés d'ailleurs.